vous voulez. Vous voulez, vous restez là, vous pensez que vous êtes encore jeune et que vraiment Dieu a un autre plan pour vous. Vous vous mettez à l'aise. Donc le levirat consiste dans certaines coutumes à, lorsqu'une femme perd son mari, à l'obliger à épouser le frère ou la sœur. Et maintenant, nous avons le sororat. Qu'est-ce que le sororat? Le sororat, c'est le fait pour un mari qui a perdu sa femme. On part dans la famille de sa femme, on lui dit que non, la dot qu'on avait payée là, n'est pas encore finie. Donnez-nous une femme pour aller remplacer votre soeur. On attrape sa soeur, on attrape sa cousine, on attrape sa nièce pour aller devenir la femme du veuf. Donc là, c'est le sororat. C'est également une pratique qui est interdite. Et c'est une pratique qui est, on va voir plus tard, c'est une pratique, parce qu'il y a des pratiques néfastes dans notre tradition. C'est une pratique néfaste dans notre tradition, mais c'est également une violence psychologique. Parce que toi, la jeune fille, on te dit d'aller, et vous pouvez être dans une famille, on te dit que c'est comment? Nous, on n'a même pas l'argent pour rembourser la dot. Pourquoi? Va. De ça, ce sont tes neveux que tu vas aller garder. Et on t'oblige à aller devenir la compagne d'un individu que tu ne connais ni d'Ève, ni d'Adam, pire, qui était le mari de ta sœur. Et que tu regardais comme un beau-frère. Nous allons parler maintenant des violences économiques. Alors, qu'est-ce que la violence économique? La violence économique se définit comme tout acte qui fait obstacle à l'autonomisation de la femme. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un pose un acte qui empêche la femme d'être indépendante, on est en situation de violence économique. Alors, quelles sont les manifestations de violence économique? La première, et qui cause souvent beaucoup de problèmes, c'est que certains maris, parce qu'ils disent qu'ils sont chefs de famille, demandent à leur épouse de verser son salaire dans leur compte. Et elle n'a pas accès à ce compte. Et il lui demande de faire la liste de ses besoins. Oui, la liste de ses besoins. Donc, elle fait sa petite liste là. Elle doit se coiffer une fois par semaine. Elle met 2000, lui dit que comment ça? Quel genre de coiffure? Moi, j'aime quand tu fais les coiffures avec le fil. Le fil coûte combien? 50 francs. Bon, tu payes combien là-bas? 500. Bon, on met 600. Multiplié par 4 semaines. 2400. Tu dis que non, il y a le shampoing, comment? Tu peux pas laver tes cheveux à la maison, il y a quoi? Serviette hygiénique, tu mets 1500, tu dis qu'il n'y a pas de serviette hygiénique de 500. Pourquoi toi, tu vas utiliser les serviettes hygiéniques de... Bref. Vernis. Moi, j'aime quand tes oncles n'ont pas de vernis. Donc, tu fais ta liste là, il a réduit. Tu gagnes 140 000, mais il te donne 5 000. Sur la base de ta liste. Et certaines femmes pensent que c'est la soumission que d'accepter ça. Donc, il te prive de tes revenus. Certains maris te disent que vraiment, madame, tu gagnes 100 000 francs. Moi, je te donne les 100 000 francs. Toi, tu restes garder tes enfants. Ça également, c'est une violence économique. Parce que sortir tous les matins pour aller au travail, ce n'est pas seulement pour aller chercher 100 000 francs, mais c'est pour te socialiser. Tu rencontres d'autres personnes, tu as une ouverture d'esprit, tu te rends utile dans la société et tu rentres le soir. C'est également une violence économique. Ce n'est pas du tout normal. Mais maintenant, si tu as peur que si tu n'acceptes pas, il va demander le divorce, tu n'as qu'accepter. Parce que maintenant, il ne faut pas que tu rentres là, tu dis que Madame Akwa a dit que moi je m'avais travaillé. Oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout, que tu es en train de faire face à une situation de violence économique. Il y a même des maris. Et pour qu'il donne l'autorisation, il devra au préalable
avoir été saisi de ce que tel jour, telle fille avait été violée et que c'est les suites du viol. Il y a également, lorsqu'il y a les mutilations génitales féminines, il y a les fistules, il y a tellement de problèmes gynécologiques. C'est comme les mariages précoces, ou les mariages précoces et les mariages forcés. Lorsque vous donnez une fille de 12 ans en mariage, elle aura vraiment, il y a de fortes chances que lorsqu'elle accouche, ça se complique et qu'elle ait des problèmes de fistule après. Il y a évidemment des infirmités. On a vu des femmes que leur maman a accouché sans handicap et qui, dans le mariage, sont devenues handicapées du fait de leur conjoint. Il y a également des comportements autodestructeurs. Qu'est-ce que j'entends par comportement autodestructeur? Du fait que vous êtes victime de violences psychologiques, par exemple, chez vous, et que vous n'avez pas de solution, vous n'avez personne à qui vous confier, vous devenez alcoolique. Vous vous mettez à fumer, vous vous mettez à vous habiller d'une façon bizarre, vous devenez... mais les gens qui vous voient ne savent pas que vous vivez un drame. Mais en fait, vous avez honte de vous, de votre corps, de tout ce que vous ne parvenez pas, à sortir de la situation dans laquelle vous êtes, et vous avez donc des comportements qui vous détruisent. Donc, si vous avez dans votre environnement une dame qui subitement se met à changer de comportement, elle est trop renfermée, une collègue et tout, peut-être elle a juste besoin d'aide. C'est aussi ça, la charité. Il faut être attentif à l'impact sur les enfants. Oui. Il y a des personnes qui violentent sa conjointe devant les enfants, qui l'insultent devant les enfants. Et les enfants témoins victimes de violences, ils ont parfois des problèmes scolaires. Et puis, demain, ils peuvent juste devenir des agresseurs. Parce que c'est le schéma qu'ils ont vécu chez eux qu'ils vont reproduire. Ils peuvent aussi avoir beaucoup de mal à nouer des relations d'amitié. Et les auteurs des actes de violence. Alors, les auteurs des actes de violence, puisque rien ne leur arrive jamais, puisqu'on ne les dénonce pas, ils vont juste continuer à s'enfermer dans leur logique de violence. C'est tout. Alors, on va rappeler quelques pratiques néfastes dans nos cultures. Notre culture a du bon et du pas bon. Donc, ce qui est bon, on doit garder. Ce qui n'est pas bon, on doit dénoncer. Et dans notre environnement, essayer d'impacter pour que ça ne continue pas. Faire en sorte qu'on puisse dire courageusement que non, ceci n'est pas une bonne pratique. Il y a donc les rites de veuvage où la femme est humiliée, battue. Il y a le lévira, il y a le sorora. Il y a les mutilations génitales féminines. Il y a quelles sont les tribus qui pratiquent le repassage des seins? Disons pour ça. Hein? Oui. Bon, nous allons rapidement parler des bonnes pratiques. Bonne pratique, on est victime de violence. Quand on est victime d'une violence, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on est victime de violence, peu importe l'auteur. Peu importe l'auteur. Si vous avez été frappé par votre conjoint, la bonne pratique, quand vous êtes victime de violence, c'est d'abord aller à l'hôpital. Violence physique, vous allez à l'hôpital. Le médecin doit constater la matérialité de la violence. Ce qu'il constate ne veut pas dire, n'est pas qui est l'auteur, mais il constate que tel jour, vous avez effectivement, votre corps a présenté des signes qui montrent que vous avez été victime de violence. Maintenant, quand l'affaire va passer au tribunal éventuellement, c'est les témoins où vous aurez besoin d'autres modes de preuve. Mais la première chose à sauvegarder d'abord, c'est la preuve matérielle qu'effectivement, donc il faut aller à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, on vous consulte. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter le certificat médico-légal, vous achetez le carnet. Et on écrit sur le carnet, le médecin écrit sur le carnet ce qu'il a constaté.
Dès qu'il a écrit, vous allez à la police quand vous voulez déposer la plainte. Donc, vous n'allez pas d'abord à la police et puis à l'hôpital. Vous allez d'abord à l'hôpital, ensuite vous allez à la police. Et lorsque il